en accompagnement systémique familial. Elle est titulaire de master en neuropsychologie clinique. Elle est autrice de plusieurs ouvrages sur le développement personnel et s'engage activement dans l'enseignement chrétien auprès des jeunes de 9 à 20 ans. Fondatrice de l'association Une vie remplie de sens, qui est aussi le titre d'un de ses ouvrages que je vous invite à aller voir tout à l'heure d'ailleurs au stand. N'hésitez pas à vous procurer de ces ouvrages. J'en ai moi-même un, celui de Une vie remplie de sens. Aujourd'hui, elle va nous partager le thème « Comment construire une parentalité saine pour un meilleur bien-être ». N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous parlons de bien-être. Daniela Durand qui va nous partager ce thème. Merci. Merci. Et maintenant que je m'installe, dites quelque chose de positif à votre voisin. Bonjour à tous, merci à Liliane et à son équipe pour cette journée et merci à Adélaïde d'avoir partagé son savoir avec nous ce matin. Pour combien d'entre vous la parentalité est un défi? Je peux même lever les deux mains. C'est dur, c'est ça, même les pieds. La parentalité, c'est dur. Ce qui rend la parentalité si défiante est la relation humaine. Je crois que nous savons tous à quel point les relations humaines sont compliquées, n'est-ce pas? La parentalité est justement un développement relationnel constant et à vie. Je m'appelle Daniela, je suis maman de 4 enfants de 8 à 12 ans. Et avec mon mari, nous avons instruit nos enfants en famille toutes ces années. Ils ont effectué en septembre 2024 leur première rentrée dans le système scolaire classique. Et les instruire à la maison a été un merveilleux défi. J'ai dû concilier mon désir d'être très impliquée dans le développement de mes enfants avec le désir de réaliser ce qui me tient à cœur à niveau professionnel. La rentrée dans le système scolaire classique est le début d'une nouvelle saison dans nos vies. Cette année a donc été une année d'adaptation pour moi, même si tout se passe très bien. Je me lève à 4 heures du matin et je me couche à 23 heures le soir. Mais, comme le dit mon mentor, John C. Maxwell, les rêves est gratuit, les voyages ne l'est pas. La réalité est que quand nous répondons oui à notre mission, à notre appel, à notre cause, à notre rôle de parents, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir des résultats extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Il faut faire cet extra que la plupart des personnes ne font pas. La philosophie et les suggestions que je vais développer sont fondées sur des informations et des connaissances psychologiques, neuropsychologiques, psychiatriques, théologiques et bibliques acquises au cours de ces dernières années, ainsi que sur mon expérience dans l'accompagnement des familles. Le relationnel avec nos enfants n'est pas neutre dans notre bien-être. Soit cette relation nous tire vers le haut, soit elle nous tire vers le bas. Non seulement elle nous rend malheureux, mais également elle édifiant dans certains cas une culpabilité. Mon slogan est encouragement, espoir et vie. Je crois que quel que soit l'état de ta relation avec ton enfant, il est possible de la restaurer, de l'améliorer et de l'amener à un niveau plus élevé. J'ai intitulé cette présentation « Construire une parentalité saine » grâce à 2 piliers, l'éducation consciente et le développement personnel dans la parentalité. Le premier pilier dans l'éducation consciente, c'est qu'il faut tout d'abord, nous devons prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'être des parents parfaits.
Nous devons accepter notre vulnérabilité. Nous n'avons pas toujours raison, puisque nous sommes des êtres humains. Alors nous commettons des erreurs. Cependant, ce dont il s'agit, c'est d'être des parents conscients, présents et connectés à nos enfants. J'aime beaucoup une citation de psychiatre Boris Cyrulnik qui dit « Un enfant n'a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve. » Le premier élément dans l'éducation consciente est la distinction parent-ami. Une des choses devant être claires pour les parents et pour l'enfant est le rôle du parent. Le mot rôle, selon le dictionnaire, est un genre d'action ou de comportement lié à la place qu'on occupe. Donc, dans la distinction parent-ami, il faut comprendre que dans la relation entre les parents et l'enfant, il y a une confusion pouvant développer et occasionner des conséquences néfastes. La sociologie enseigne que l'être humain ne peut pas être isolé et ne peut pas se développer seul. L'existence et le rôle de neurones miroirs attestent de la nécessité de l'interaction avec autrui dans le processus d'apprentissage. L'enfant en bas âge sollicite souvent l'assistance des parents. En grandissant, leurs besoins psychologiques et affectifs changent. Cependant, de manière inconsciente ou pas, leur psychisme encourage cette disposition à être attiré vers le parent, à chercher son attention. Ce phénomène est également présent dans les relations parent-enfant malsaines, où même s'il s'agit de se disputer, l'enfant, l'adolescent ou l'enfant adulte, il souhaite garder ses liens avec les parents. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, les parents passent toute sa vie, une grande partie de son temps, avec l'enfant, l'adolescent ou l'enfant adulte. Ce constat signifie que les neurones miroirs des parents interagissent une grande partie de la vie avec le neurone miroir de l'enfant, l'adolescent ou l'enfant adulte. La logique amène à dire que quand je suis avec mon fils ou ma fille, il ou elle se développe, mais moi aussi je me développe. Les parents et l'enfant sont dans une relation d'apprentissage mutuel à vie qui doit être nourrie et chérie. Mais dans ce développement mutuel inhérent à la parentalité, les points importants à ne pas négliger est la distinction parent-ami dans la relation avec l'enfant. Le parent n'est pas l'ami de son enfant. Et s'il vous plaît, un peu de patience. Je vais clarifier ce point dans quelques minutes, mais je veux d'abord finir l'explication. Donc, le parent, il n'est pas l'ami de l'enfant. Le parent est parent. Et ce rôle lui octroie des droits et des devoirs légaux qui sont incompatibles avec le rôle d'un ami. Les parents ont une autorité intrinsèque. Quand les parents se positionnent moins comme parents que comme amis, le chaos et la confusion relationnelle s'installent et la relation saine devient très difficile ou inexistante. Les parents éduquent, disciplinent, corrigent, protègent, et ceci n'est pas le rôle d'un ami. Les parents doivent avoir un comportement et placer des actions cohérentes, alignées avec ses rôles de parents. Quand le parent a conscience de son rôle de parent, l'enfant prend naturellement conscience de son rôle, puisqu'il n'y a pas un autre rôle disponible pour lui que celui de l'enfant. En discutant avec une amie pédopsychiatre, elle me disait que ceci, c'est comme dans la fratrie. Quand le premier enfant est très sage, le deuxième sera turbulent, puisque la place de sage est déjà occupée. Une des grandes peurs des parents est de dégrader leur relation avec leurs enfants à travers leur interaction avec eux quand ils assument complètement leur rôle, leur devoir et le droit des parents. Il n'y a plus ni discipline, ni correction, ni surveillance. Maintenant, je vais prendre quelques instants pour clarifier ce point. Une des raisons pour laquelle les parents souhaitent être amis avec son enfant, c'est parce qu'ils souhaitent avoir une zone de proximité avec son enfant. Il veut être proche, donc il veut être l'ami de son enfant. Cependant,
il n'a pas besoin de ceci pour avoir cette proximité. Parce que dans la parentalité, nous avons une autorité intrinsèque qui découle de ce rôle de parent. Donc, cette zone de proximité est liée par défaut. Par défaut, il y a une zone de proximité entre les parents et l'enfant. Cependant, cette zone, soit elle est en bonne santé, soit elle est en mauvais état. Donc, le parent n'a pas besoin de parfois être un ami ou parfois être un parent, parce que cette zone de proximité est liée par défaut. Par contre, elle doit être nourrie, chérie. Et d'ailleurs, même les juges, quand ils retirent la garde aux parents, cette zone, cet attachement émotionnel dont on parle à la psychologie, elle ne peut pas être volée, elle ne peut pas être retirée. C'est un espace qui est par défaut là, c'est un cadeau. Bien, le deuxième élément, la communication saine avec notre enfant. Pour pouvoir arriver à une communication saine avec notre enfant, le rôle doit être clair dans la famille. Donc, il existe plusieurs méthodes de communication. Personnellement, je m'appuie en premier lieu sur les profils de personnalité de chaque parent, car chaque style de communication est lié à un profil de personnalité propre. Et ensuite, j'utilise le modèle OSBD comme processus de communication saine. Ce modèle est constitué par 4 étapes: observation, sentiment, besoin et demande. Observer, sentir, identifier les besoins doit devenir le modèle type d'interaction entre les parents et l'enfant, quel que soit le sujet. Cette zone de sécurité et de repos créée par les parents constitue un cadre favorable à l'édification d'une communication fluide et saine entre les parents et l'enfant. Le parent étant le principal orateur dans la vie de son enfant, il doit développer cette compétence s'il souhaite influencer la vie de son enfant. Et attention, je parle d'influence, pas de pouvoir. Il faut comprendre que l'art de la communication ne consiste pas à transmettre une information, mais consiste à réussir à connecter avec son interlocuteur. Dans la communication saine avec l'enfant, c'est de ça dont il s'agit, de connecter avec son enfant. Transmettre une information et demander à l'enfant de l'obéir n'est pas une solution de communication pertinente. Les parents doivent apprendre à l'enfant à réfléchir, à analyser sur ce qu'autrui lui demande de faire. Si l'interaction avec l'enfant se base exclusivement sur le principe information-obéissance, l'enfant deviendra quelqu'un d'obéissant, oui, mais une fragilité va s'affirmer dans sa personnalité, le rendant manipulable, parce qu'il va obéir, bien sûr, mais sans réfléchir. Il faut prendre conscience que dans la communication parentale, l'enfant a besoin d'entendre mon cœur bien avant le contenu. Car c'est mon cœur qui va le développer en tant que personne. Le contenu, il est disponible sur Internet. Mais le message qui est dans le cœur d'un parent se trouve uniquement à cet endroit. Si vous tapez sur Google quel est le message que mes parents ont pour moi, on ne trouvera pas. En substance, les parents ne doivent pas se limiter à transmettre une information ou un contenu, mais ils doivent communiquer avec son cœur. Et voici 4 questions que les parents peuvent se poser pour encadrer l'interaction avec l'enfant afin de connecter avec celui-ci. Qu'est-ce que je veux que mon enfant voie? Qu'est-ce que je veux que mon enfant sache? Qu'est-ce que je veux que mon enfant ressente? Qu'est-ce que je veux que mon enfant fasse? Parle d'influence, là. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? L'enfant peut oublier ce que les parents lui ont dit, mais il n'oubliera pas ce qu'il a ressenti. L'enfant n'oubliera pas ce que le parent lui a communiqué émotionnellement. Et maintenant, nous allons voir le 12e pilier, c'est mon préféré, le développement personnel dans la parentalité.
Il y a également deux éléments. Le premier, c'est l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est vivre, planifier de manière planifiée et réfléchie, tout en étant suffisamment souple pour changer de stratégie sans changer d'objectif, des rêves, des projets. Le cœur dans la parentalité, le cœur de l'intentionnalité, l'intention dans la parentalité est la planification à long terme du développement de l'enfant. Chaque personne donne ce qu'elle a et transmet qui elle est, depuis sa condition spirituelle, intellectuelle, socioculturelle, socio-économique ou socio-clinique. Certains parents se trouvent dans la parentalité par hasard, d'autres par obligation, d'autres pour satisfaire certains paradigmes, d'autres par choix. Quoi qu'il en soit, les parents se trouvent sur le terrain de la parentalité sans réellement savoir à quoi exactement ressemblera leur parentalité. Et attention, sans la possibilité de pouvoir revenir en arrière. Les parents deviennent parents à vie et non jusqu'à la majorité de l'enfant. Au cours du voyage de la parentalité, les parents devront ajuster sa parentalité en fonction du temps, de la saison et du cycle de la vie familiale. Et avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait un état des lieux de quelque chose, d'une maison, d'une voiture, peu importe? Très bien. Un état des lieux constitue le point de départ de quelque chose, n'est-ce pas? Si on veut changer la peinture d'une chambre, on va d'abord constater son état actuel, car les changements à opérer vont dépendre de ce point de départ. Eh bien, le même processus s'applique à un parent. Chaque parent doit faire un état des lieux personnel. Les parents doivent se connaître et avoir conscience de ses forces et de ses limites afin de mieux accompagner son enfant et lui permettre de devenir un adulte responsable et équilibré. Les parents doivent avoir conscience de ses valeurs en tant que parents, mais aussi en tant que famille, parce que ces échanges avec son enfant vont construire un sac à dos invisible sur l'enfant, dans lequel ces échanges seront stockés. Et d'une manière ou d'une autre, ça va influencer de manière positive ou pas la vie de l'enfant. Gardez en tête que c'est avec ces sacs à dos qu'il va arriver à son mariage. Si le parent désire un changement, il doit être conscient qu'il devra se connaître et accepter ce qu'il a, qui il est et sa situation en matière de développement personnel avant de pouvoir commencer à bâtir. Lorsque le parent a commis ou a été négligent, les conséquences de cette négligence seront présentes et inévitables. Donc, quoi faire? J'ai deux possibilités: s'accepter et commencer à bâtir. Concrètement, le parent doit étudier qui il est, quel est son style de personnalité dominante, quelles sont ses forces, ses limites, quels sont ses talents, quelle est sa force créative. Selon les niveaux de développement personnel de chacun, nous avons une intelligence émotionnelle plus ou moins développée. Et c'est grâce à cette intelligence émotionnelle que nous allons instruire notre enfant au lieu d'agir en réaction à ses actions. Donc, chaque situation devient donc une occasion d'instruire, de connecter et d'influencer l'enfant. Les parents doivent être intentionnels dans le fait d'établir un cadre de croissance pour lui, pour le foyer, pour l'enfant. Et j'appelle ce cadre le voilier des valeurs. Si le parent n'est pas intentionnel et ne guide pas l'enfant en vue de l'aider à concevoir son propre plan de vie, ne croyez pas que l'enfant il fera ce qu'il voudra, ce qui lui plaira. Non, non. Nous avons tous besoin d'être guidés, d'être inspirés, d'être accompagnés. Donc, forcément, il va suivre tout simplement le plan de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on a prévu pour lui? Pas grand-chose. Chacun est suffisamment occupé déjà à gérer sa propre vie. L'élément numéro 2, c'est les voiliers de valeurs. Le dictionnaire Larousse définit les valeurs comme ce qui est posé comme vrai, depuis un point de vue personnel, ou selon les critères d'un système. Donc, avant d'appliquer l'intentionnalité dans la parentalité, les parents doivent définir précisément quel est son voilier de valeurs. Dans mon cas personnel, une de mes valeurs fondamentales est la famille. Donc, je construis ma vie, mon quotidien, mon agenda, mes rêves à partir de cette valeur.
En fait, les voiliers des valeurs nous rappellent qui nous sommes et pourquoi nous avons choisi d'éduquer d'une certaine manière notre enfant et pas d'une autre. Et quand dans votre parentalité, quand ces choix seront critiqués, alors ce sont les valeurs qui vont nous garder stables et sur les rails. Lorsque les parents disposent de son voilier des valeurs, il sait ce qu'il peut accepter et ce qu'il doit refuser. Il connaît les méthodes à appliquer et les méthodes à rejeter, les conseils à suivre et les conseils à éviter. Il commencera sa transition de la parentalité hasardeuse vers la parentalité consciente et intentionnelle, qui le conduira à une parentalité saine, donc à un meilleur bien-être. Une planification encadrée par les voiliers des valeurs vous aidera à rester focalisé sur l'endroit où vous souhaitez amener votre enfant. Donc, pour résumer, nous avons vu 2 piliers et 4 éléments qui nous permettent de construire une parentalité saine pour avoir un meilleur bien-être. Concernant le premier pilier, c'était lequel? Vous avez déjà oublié? L'éducation consciente. Dans l'éducation consciente, nous avons vu 2 éléments, ou 3. 2. La distinction parent-ami et la communication saine avec l'enfant. Donc, dans la distinction parent-ami, je suis restée focalisée sur l'importance et la nécessaire clarté du rôle du parent, du rôle de chacun dans la famille, dans le système familial. Dans la communication saine avec l'enfant, le point clé était la connexion avec l'enfant. Concernant le 12e pilier, nous avons vu combien d'éléments? 2, excellent, merci. Donc, 2 éléments, l'intentionnalité et excellent, merci. Et les voiliers de valeur. Dans ces piliers, je suis restée focalisée sur l'importance de vivre intentionnellement dans le cadre d'un voilier de valeur. Pour finir, cet exposé n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais une éducation consciente et un développement personnel parental permettant de créer et de construire une relation significative avec nos enfants. Une parentalité saine ne constitue pas une destination, mais un voyage qui dure toute notre vie. La vie d'un parent est défiante. Fais du mieux que tu peux. Commets des erreurs. Apprends de celles-ci. Améliore-toi et continue d'avancer avec conscience. Quand on se souvient du deuxième, présence et connexion dans la vie de ton enfant. Merci.